Face à la montée du racisme contre les migrants d'Afrique subsaharienne, en Tunisie, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale tape du poing sur la table. Mardi, l'institution onusienne a demandé aux autorités tunisiennes de mettre fin au discours haineux contre les subsahariens et dénonce les violents propos tenus par le président Kais Saied fin février. Le CERD est alarmé par les propos tenus par le chef de l'État tunisien fin février, alléguant que des hordes de migrants illégaux en provenance des pays africains subsahariens s'inscrivaient dans un plan criminel visant à modifier la composition du paysage démographique de la Tunisie et étaient à l'origine de violences, de crimes et de pratiques inacceptables. Le discours de Kais Saied avait suscité de vives réactions à travers le monde. Pour le CERD, le président tunisien, par de tels propos, a violé la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, convention dont son pays est partie prenante. Au lendemain de ces propos jugés racistes, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants, victimes entre autres d'agressions physiques, d'expulsion de leur domicile ou encore de leur travail. La Tunisie est devenue pour nous les subsahariens une prison à ciel ouvert. Si tu n'as pas la carte de séjour et que tu n'as pas de droits, il y a les abus de pouvoir. Il y a des agressions, tu ne peux pas aller au poste de police. Des abus dénoncés par le comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale, qui a lancé un avertissement aux autorités tunisiennes. Le CERD est profondément préoccupé par une recrudescence des discours de haine raciale ou xénophobe en Tunisie à l'encontre des migrants des pays subsahariens sur les réseaux sociaux et certains autres médias, y compris les discours de haine raciste tenus par des personnalités privées et des partis politiques. Le comité a demandé par ailleurs à la Tunisie de cesser immédiatement les arrestations et les détentions collectives de ces migrants, de libérer ceux qui sont détenus arbitrairement. Début mars, le président tunisien s'était défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens après le tollé provoqué par son discours incendiaire. Des centaines de migrants refoulés à la frontière avec l'Algérie. À Assamaka au Niger, chaque semaine, les mêmes scènes se reproduisent. Des migrants se voient refuser l'accès à la frontière algérienne et s'amassent dans le premier village à la frontière du Niger. Ils sont maliens, ivoiriens, syriens, bangladais ou encore guinéens. On a parcouru ici 15 km pour entrer ici à Assamaka. Une fois ici, il y a la police nigériane qui nous a accueillis pour relever nos empreintes au niveau de leur frontière. Après cela, ils nous ont orientés au niveau de l'OIM. Le centre de transit géré par l'Organisation internationale des migrations est censé accueillir ces migrants en détresse. Le voici. Problème, l'organisation onusienne est débordée par l'afflux et ne prend en charge qu'environ un tiers des refoulés. Résultat, des migrants sont laissés à l'abandon. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'extérieur. Ils n'ont pas de nourriture, ils ne dorment pas dans un endroit confortable, ils n'ont pas de médicaments, à moins que la Croix-Rouge n'aide les gens à l'extérieur. Des migrants bloqués à la frontière dans des conditions précaires et dont le nombre ne fait qu'augmenter. Une situation qui préoccupe fortement l'OIM. Ses responsables réclament une assistance d'urgence pour ces migrants dans le besoin urgent de nourriture, d'eau potable, d'abri, d'assistance médicale et de protection. Dans un rapport publié mercredi, l'organisation estime qu'ils sont près de 7700 migrants actuellement bloqués au Niger. L'OIM ne peut porter qu'assistance qu'à 1500 personnes. Au fond du bidon, quelques grains de sorgho, à peine de quoi tenir pour 10 jours. Dans le centre de Dadaab, à l'est du Kenya, ils sont nombreux comme ce réfugiés à avoir fui la Somalie avec leur famille. À l'origine de ces départs, la sécheresse et l'insécurité grandissante. Nous avons décidé de venir dans ce camp de réfugiés au Kenya après la mort de notre bétail. Nous avons mis une vingtaine de jours pour arriver ici. Nous sommes ici depuis près de 6 mois.
Chaque jour, entre 400 et 500 personnes arrivent à Dadaab. Résultat, 350 000 personnes s'entassent ici. La région ressemble de plus en plus à une ville de tentes et les 3 camps de Dagalé, Ifo et Agadera sont bien au-delà de leur capacité d'accueil. À tel point qu'un 4e camp devrait ouvrir dans les mois à venir. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas reçu de carte alimentaire pendant environ 3 mois. Nous n'avions ni eau, ni abri, ni nourriture. Des réfugiés nous ont aidés en nous donnant de quoi manger. Au 4e mois, nous avons reçu une carte d'aide alimentaire et on nous a donné du sorgho. Malgré l'afflux continu de réfugiés, les financements ne suivent pas. L'ONU, qui voudrait ouvrir un camp pour accueillir 80 000 personnes, peine à récolter des fonds. 23 millions de dollars sont nécessaires, mais l'organisation onusienne n'a pour l'instant récolté que 5 petits millions. Nous avons 130 000 nouveaux arrivants. Les conditions étant très difficiles, ces nouveaux arrivants s'installent soit chez des amis ou des membres de leur famille, dans les camps, soit à la périphérie des camps, où ils s'installent spontanément dans la périphérie. Donc les 130 000, nous avons reçu des fonds, mais ils ne suffisent en aucun cas à couvrir tous les besoins de base. Ouvert en 1991 à la suite de la guerre civile en Somalie qui a suivi la chute du régime de Siad Barre, le camp de Dadaab, menacé à plusieurs reprises de fermeture par le gouvernement kényan, a été pendant longtemps le plus grand camp de réfugiés au monde. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières appellent à une mobilisation massive face à une situation humanitaire catastrophique au Nord Kivu. Dans un communiqué publié mardi, l'organisation humanitaire indique qu'au cours des 12 derniers mois, environ 1 million de personnes ont fui les combats liés à la résurgence du groupe armé M23. Résultat, les réfugiés s'amassent dans des camps où les abris sont largement insuffisants et les conditions rudimentaires. Faute de moyens financiers, une majorité de la population n'a tout simplement plus accès aux soins. Les gens doivent choisir entre manger ou se soigner. Des abris inadéquats et surpeuplés, combinés au manque d'eau potable et de latrines, créent des conditions propices à l'apparition et à la propagation des maladies. À Boulengo, un campement informel situé à l'ouest de Goma, MSF dénombre une latrine pour près de 500 personnes, soit 10 fois moins que les standards d'urgence humanitaire. MSF déplore cette situation et appelle la communauté internationale et les autorités à urgemment accroître leurs efforts pour répondre aux besoins de la population. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour prévenir les épidémies, mais elles sont complètement débordées. Face à la catastrophe humanitaire et sanitaire qui se déroule sous nos yeux, tous les acteurs de la réponse doivent renforcer l'assistance aux personnes déplacées, à Goma et en dehors, en faisant preuve de plus de réactivité et de flexibilité. Des tentes, de la nourriture, de l'eau potable et des fournitures médicales, voilà ce que demande MSF pour répondre aux besoins urgents des déplacés dans le Nord Kivu, en RDC. Territoire qui compte à présent 2,5 millions de déplacés. Des 20 militaires pris en otage il y a près de 2 mois en Centrafrique, 19 ont été libérés mardi. Ils avaient été capturés précisément le 14 février par des membres de la coalition des Patriotes pour le changement CPC après de rudes combats entre l'armée centrafricaine et les rebelles dans le nord du pays. L'annonce de leur libération a été faite par le Comité international de la Croix-Rouge qui a mené les négociations. Selon le bureau de l'organisation humanitaire, les soldats libérés sont arrivés mardi dans l'après-midi à Birao, une ville du Nord, et ils y resteront jusqu'à l'organisation très prochaine de leur retour à Bangui. Il semble en bonne santé et capable de supporter le voyage. Le 20e est un blessé qui avait été séparé du groupe pour une prise en charge médicale. On va le récupérer à un autre endroit plus tard. Nous sommes intervenus dès le départ, comme intervenants neutres, afin de négocier avec toutes les parties concernées. La libération des 19 soldats centrafricains a été également confirmée par le groupe rebelle dans un communiqué.
L'armée centrafricaine, de son côté, se félicite de la nouvelle et déclare avoir fait de la libération de ses militaires sa priorité depuis leur prise en otage. En Éthiopie, le nouveau gouvernement civil de transition a pris officiellement ses fonctions mercredi à Mekele, capitale du Tigré. Getachew Reda, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés de 9 vice-présidents, dont la plupart sont issus du Front de libération du peuple du Tigré, comme lui. Le nouveau chef de l'exécutif régional intérimaire va diriger un cabinet de 26 membres. Dans un contexte de normalisation, la prise de fonction officielle du nouveau gouvernement civil de transition est une étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le Premier ministre gabonais, Alain-Claude Bilibinze, a annoncé mercredi aux familles concernées la fin des recherches pour les 7 disparus restants du naufrage de l'Esther Miracle, survenu le 9 mars 2023 au large de Libreville. Il a toutefois garanti aux familles concernées que l'État se tenait à leur côté pour les accompagner et les soutenir. 124 personnes ont pu être secourues, tandis que 30 dépouilles ont été repêchées, parmi lesquelles 4 corps non identifiés dans ce naufrage. Depuis cette catastrophe, plusieurs responsables de la société concernée et de la marine marchande ont été interpellés pour les besoins d'enquête. Le ministre des Transports a démissionné du gouvernement. Taïwan a annoncé avoir détecté ce jeudi au matin 3 navires de guerre et un hélicoptère anti-sous-marin chinois près de l'île. Quelques heures après la rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, en Californie. Le Conseil des affaires continentales de Taipei a accusé Pékin d'entraver le commerce dans le détroit de Taïwan en procédant à des inspections sur place des cargos et des navires de transport de passagers, en violation de l'accord de transport maritime entre les deux rives du détroit. Les autorités maritimes chinoises avaient précédemment déclaré qu'elles intensifiaient leur patrouille dans les eaux séparant l'île de la Chine continentale, sans donner plus de détails. Les syndicats organisent aujourd'hui leur 11e journée de mobilisation, 8 jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Après une rencontre infructueuse mercredi avec Elisabeth Borne, l'intersyndicale espère, avec cette nouvelle journée de mobilisation, une nouvelle démonstration de force pour maintenir la pression sur le gouvernement. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Une nouvelle journée de mobilisation qui s'accompagnera de mouvements de grève dans les transports. La SNCF a annoncé que 3 TGV sur 4 circuleront, ainsi qu'un TER sur 2. L'énergie, mais aussi dans plusieurs lycées parisiens qui sont bloqués ce jeudi matin. C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'il faut absolument qu'on se bouge pour dire non, en fait, que ça suffit. Le président de la République est actuellement en déplacement en Chine, a défendu le projet de réforme des retraites en tant que projet démocratique, rejetant la faute de l'échec des négociations sur les syndicats, notamment la CFDT qui n'a pas cherché de compromis selon le chef d'État. Ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. La direction du renseignement prévoit que 600 à 800 000 personnes manifesteront dans les rues du pays pour cette 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, entre 60 000 et 80 000 manifestants sont attendus jeudi. Les renseignements signalent également la présence potentielle de 500 à 1000 individus considérés à risque. Emmanuel Macron s'est rendu en Chine pour une visite d'État de 3 jours afin de renforcer les liens entre les deux pays. Une visite qui a débuté par une discussion avec la communauté française auprès de laquelle il a souligné les avantages d'une relation économique étroite avec la Chine, un avis partagé par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La Chine est prête à collaborer avec la France pour faire de cette visite une occasion de promouvoir de nouveaux résultats dans le partenariat stratégique global, étroit et durable entre la Chine et la France, de jouer un rôle positif dans le développement sain des relations entre la Chine et l'UE et d'apporter des contributions positives à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français qui veut afficher un front uni et parler d'une seule voix, celle de l'Europe, va rencontrer Xi Jinping jeudi où des sujets tels que la guerre en Ukraine et le rôle que la Chine pourrait jouer pour trouver une solution pacifique seront au menu des discussions. La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies. L'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Et je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver
un chemin de paix. La visite d'Emmanuel Macron en Chine est donc essentiellement pour renforcer les liens entre les deux pays et trouver un chemin vers la paix, sans compter que la Chine est un partenaire commercial important pour la France, pour l'Europe, et qu'il est crucial de maintenir des relations économiques étroites entre les deux pays. J'espère que la Chine et la France approfondiront leurs échanges et leur coopération. J'espère que nous pourrons faire progresser la paix, la culture et la technologie dans le monde. Je suis convaincue que nous y parviendrons. Demain, avant un dîner d'État, Emmanuel Macron rencontrera des dirigeants chinois accompagnés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour porter un message unitaire. Enfin, il se rendra vendredi à Canton, où il échangera avec des étudiants chinois. Il est à peine 6 h du matin devant la gare de Stockholm et ils font déjà la queue par dizaines. Chaque jour, ces SDF viennent chercher ici quelques pâtisseries à la cannelle, une tasse de café. Pour Kavian Ferdozi, à l'initiative de la distribution, l'affluence est inédite. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui viennent ici au petit déjeuner. En 13 ans à la tête de cette organisation, Homeless.life, on n'a jamais eu autant de monde. Mais la société s'est appauvrie et les gens sont dans le besoin. Longtemps considérée comme un modèle de stabilité dans l'UE, la Suède se distingue désormais pour sa situation économique peu enviable. Dans les dernières prévisions de la Commission européenne, le pays scandinave serait le seul à entrer en récession en 2023. L'inflation y atteint les 11,7%, un record dans la zone. La première vague de l'inflation, ça a été les prix de l'énergie et des prix à l'import. Mais maintenant, ça s'étend à toute l'économie. Et les prix dans leur ensemble augmentent également. Les foyers les plus modestes dépensent particulièrement dans ces deux secteurs, l'alimentaire et le logement. Et dans ces deux centres de dépenses, les prix ont énormément augmenté. Dans un local de la Croix-Rouge de la capitale suédoise, des invendus de supermarchés sont proposés à la vente à prix cassé. Maria Norberg, 73 ans, retraitée et ancienne juriste, vient ici 2 fois par semaine. Si elle tient à préciser qu'elle n'est pas la plus à plaindre, elle explique aussi qu'elle cherche à ne pas gréver ses économies. Il y a une grande différence dans les prix des aliments si on prend les articles du quotidien. Prenez par exemple les œufs, le lait et le beurre, la crème et le yaourt, toutes ces choses que l'on veut pouvoir acheter chaque jour. Ça n'a peut-être pas doublé, mais ça a augmenté d'au moins 50%. Auparavant, on observait principalement des personnes qui étaient vraiment en marge de la société, mais ça a changé. On voit des familles avec des enfants, des personnes âgées, des personnes qui sont en arrêt maladie. Tout le monde a du mal à s'en sortir. Il est difficile de dire combien de personnes sont concernées et d'avoir un chiffre clair à l'échelle du pays. Les dernières statistiques qui datent de 2021 soulignent que près de 15% des Suédois risquent de tomber dans la pauvreté.